Bienvenue Moussaillon. Comment ça va? Bonjour Moussaillon et bienvenue à notre Rex à bord du projet Twister, projet ou navire Twister devrais-je dire. Donc grand navire qui à un moment donné a navigué en eau trouble, vous le verrez, a heurté un iceberg, mais contrairement à l'histoire du Titanic, on vous promet un happy end. Donc tout d'abord, on va commencer par se présenter. Donc moi, c'est Gaëlle Duris. Je suis donc Scrum Master sur le projet. Je suis donc prestataire chez Inetam, donc, et je travaille pour ADO depuis 1 an et demi sur cette mission. Donc j'ai 14 ans d'expérience, dont 6 dans l'agilité. J'ai commencé comme Proxy Product Owner, et vous verrez par la suite, je me transforme en Scrum Master. Et Emmanuel, je suis Product Leader chez ADO, dans le côté digital de la force. J'ai aussi 14 années d'expérience derrière moi en gestion de projet, en conception de produits. Et donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, avant toute chose. Oh, on arrive trop vite. Alors ADO, plus connu sous les enseignes Leroy Merlin, Bricoman ou autres, que vous connaissez peut-être, est aujourd'hui le premier acteur mondial pour l'amélioration de l'habitat. De par sa présence géographique, puisqu'on est présent dans 20 pays, et également sur 6 marketplaces. Donc on n'est pas le plus gros en termes de volume de vente, mais de présence à l'international. Notre projet en quelques mots. Alors chez ADO, on conçoit également des produits de marque propre qui sont conçus par des équipes ADO et qui sont ensuite sourcés dans le monde entier pour être approvisionnés à la fin jusqu'au magasin, Leroy Merlin, etc. que vous devez connaître. Ces produits ont besoin d'être référencés dans le système d'information et également on a besoin de gérer bien sûr tout ce qui est lié à conditions d'achat auprès de nos fournisseurs et les conditions de vente auprès de nos business units, donc Leroy Merlin, etc. Donc, notre projet, c'est de refondre les outils qui permettent de les référencer et de gérer toutes les données commerciales. Alors, pourquoi refondre le système? Parce qu'avant, c'était du brin. Pour faire simple, vous parlez de référencement de produit à un utilisateur chez nous, la tête comme ça, bim, plus personne, il se sauve en courant. C'est une galère, il y a plusieurs outils, il faut naviguer entre les deux outils au bon moment, les flux ça ne marche pas toujours. Donc on devait refondre tout ça avec une promesse, c'est simple, c'est de respecter les drivers digitaux d'ADO. Alors les drivers, pour faire simple, c'est de mettre l'utilisateur au centre, l'UX first, de travailler en mode agile, de travailler de la modularité dans notre système d'information, et puis de travailler main dans la main avec le métier. On a parlé beaucoup de ça pendant ces 2 jours. Donc notre promesse, c'est avant tout à nos utilisateurs une nouvelle expérience qui soit simple, qui soit fluide, voilà, et de les rendre heureux quand ils référencent des produits. Ça, c'est notre premier pilier. Pour faire ça, on s'est dit aussi qu'on allait interconnecter nos outils pour éviter de ressaisir plusieurs fois les mêmes données, c'est quand même ballot, en 2022. Et donc c'est ce qu'on a appelé une chorégraphie, c'est des outils qui communiquent quand il faut, comme il faut. Et enfin, on a refondu tous nos back-office pour avoir des systèmes qui soient sur le cloud, des systèmes qui soient résilients et qui soient performants, surtout. Voilà, ça c'est notre contexte. C'est le projet. Alors ce projet, en quelques mots, il a démarré à la base en janvier 2020. On a monté une nouvelle feature team, toute belle. On a gardé une ancienne feature team pour gérer les applications legacy. Voilà, jusque-là ça allait bien. Et puis bim, mars 2020, le Covid. Les magasins commencent à fermer partout dans le monde, on perd beaucoup de chiffres d'affaires, et donc on commence à arrêter les projets les uns après les autres aussi, dont le nôtre, pas de bol. Bon, après, au mois de mai, ça commence à aller un petit peu mieux, le Covid, on se dit qu'on est en train de passer à travers, aussi pas tellement, mais on redémarre le projet avec 40% de budget en main. On mutualise les équipes, donc on passe de 2 équipes avec 13 personnes au total à une équipe de 9 personnes pour gérer à la fois les anciens systèmes et les nouveaux. Jusque-là, c'est pas grave, on continue quand même. On se met
a lancé les développements au mois de septembre. On essaye de commencer à mettre en place des bribes d'agilité. Réorg aussi chez ADO en même temps, sinon c'est pas drôle. Donc les sponsors changent, on rebat les cartes un petit peu. Et en janvier 2021, on commence à se dire qu'on ne va pas pouvoir couvrir tout le périmètre que les anciennes applications couvraient. On arrive à se dire avec le métier, c'est pas grave, on va y aller quand même. On va démarrer sur un plus petit MVP. Mais en mars, au moment de lancer, là c'est le drame, no go. Voilà, là c'est l'iceberg. Et donc, grosse déception collective. Tous les matelots sont dans l'eau. Là, franchement, ouais. Clairement, quand on en arrive à ce stade-là, on est là en mode, mais franchement, le projet, est-ce qu'il ne faudrait pas tout arrêter? La question s'est réellement posée. Il y avait une frustration dans l'équipe, une déception, et donc forcément, derrière, difficile de repartir. Donc du coup, la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir avancer. Donc, échec de l'objectif. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu? Alors, déjà, le périmètre livré était clairement insuffisant. Alors, on ne partait pas de zéro, hein, l'histoire de la trottinette qui devient après un tracteur, qui devient une voiture. Là, ça ne marchait pas. Il y avait déjà deux systèmes qui fonctionnaient, qui étaient utilisés. Les utilisateurs avaient des habitudes, et là, on leur proposait beaucoup moins bien. Il manquait beaucoup de fonctionnalités. La deuxième chose, c'est qu'on manquait totalement de visibilité. On était dans le brouillard. Ok, on n'a pas tout le périmètre pour remplacer les deux applis, mais en fait, on l'aura quand, ce périmètre? Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? On ne sait pas dire. On ne savait pas dire. Et puis, la dernière chose, l'écosystème. Je vous remontrera un tout petit peu après, mais une application de référencement produit de gestion commerciale, c'est hyper connecté, c'est central dans tout le système d'information. Et là, on n'était clairement pas serein sur nos interconnexions avec les autres applis. Les applis qui devaient développer des features qui n'étaient pas prêtes ou qui n'étaient pas stables. Donc, les trois ont fait qu'on est arrivé au no-go et à notre iceberg. Alors, on a pris le parti après de vous lister un petit peu toutes les choses qui ne fonctionnaient pas tellement bien et sur lesquelles on s'est dit on va travailler. Donc là, on vous liste tout ce qui ne va pas et après on vous listera tout ce qu'on a mis en place pour essayer de rectifier le tir. Premier truc, c'est vous expliquer un peu le contexte dans lequel on travaille, puisqu'on parle d'agilité quand même, on est un peu là pour ça. Donc on est sur des sprints de 4 semaines. Donc, comme on est agile, on fait des démos, on fait des rétros et on fait un sprint planning. Le tout dans le même jour, parce que sinon, voilà, vous comprenez, il faut aller vite, donc on met tout dans le même jour, on se fait un petit peu mal pendant cette journée-là, même très très mal, et puis on attaque le sprint. Donc voilà, on a les daily, donc c'est cool, on peut quand même au moins communiquer une fois par jour tous ensemble. On a le mercredi ce qu'on a appelé le point métier, donc c'est une petite réunion avec laquelle un utilisateur participe. Donc c'est bien parce qu'on a un feedback, on peut poser toutes nos questions, donc une belle interaction entre PO et utilisateur. Et puis le vendredi, on a le backlog refinement où en gros les PO présentent leur user story aux développeurs et voilà. Ouais. Vous voyez, c'est un peu éparpillé, la communication se fait globalement, surtout le premier jour, le lundi, et puis après, voilà, une fois de temps en temps. Alors, on était sur des réunions. Ouais. Alors, des réunions longues, des réunions éprouvantes et des réunions peu fructueuses, parce que en plus, derrière, difficile d'arriver à déjà accoucher de décisions pendant les réunions, mais des fois on y arrivait, et quand on y arrivait, elles étaient encore plus dures à mettre en application derrière et à faire respecter. Après, la projection, on l'a dit, on était totalement dans le brouillard. Alors pourtant, on avait une bonne vision quand même de ce qu'il fallait faire. On va dire que nos épiques, nos US, tout ça, on les avait à peu près bien cartographiés. C'était dans un fichier, vous voyez, c'était même priorisé, c'était fait avec les PO, le métier, ça c'était bien, on avait une bonne vision. Par contre, cette vision, combien de temps il fallait pour la faire, on n'en savait rien.
Du coup, Gaël, qu'est-ce qui se passait? C'était n'importe quoi. Les réunions, on avait une petite liste de user story, enfin, une grosse user story, et puis quand on n'y arrivait pas, bah, ils étaient reportés sur le sprint d'après. Et puis, comme on n'y arrivait pas, bah, on les reportait sur le sprint d'après. Et puis, ça a un petit effet pyramide, en fait. Donc, naturellement, ça ne peut pas bien se passer. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'iceberg, d'ailleurs. Parce que bah, y avait trop de fonctionnalités restantes pour, finalement, pas ce qu'il fallait. Et malgré tout, l'équipe, elle a grossi. Et puis, on a repris à la sortie de Covid, on était 9, on a recruté un petit peu, avec difficulté, notamment pour retrouver des profils techniques qui étaient hyper demandés. Mais on a eu une équipe qui arrivait à 15 personnes, qui était très hétéroclite. Alors, on avait une ouverture métier avec des PO, des PPO, des testeurs, et puis des développeurs sur plein de langages différents, parce que la particularité de notre système, c'est qu'il est modulaire, avec des vieilles briques, des nouvelles briques. Et donc, on s'est retrouvé à faire du Java, du Scala, du PHP, du React, du Node. Voilà, tout ça dans la même équipe de 15 personnes. Ouais, je sais, hein, le Scrum, tout ça, les équipes, 15, ça marche pas. Bon, en vrai, ça peut fonctionner. Je l'ai déjà fait dans d'autres projets, donc c'est pas ce qui me faisait peur quand j'ai vu ça. Mais ça met quand même une petite complexité à déjà tout ce qu'on a de complexe. Et je sais pas quand même si vous avez remarqué, il manque pas quelque chose dans cette histoire? On n'a pas de Scrum Master, hein. Non. Les Scrum Masters, chez ADO, c'est un peu flou. Hein. C'est quoi? C'est les PO qui font ce rôle-là, du coup. Autre grosse problématique, ambiance et cohésion. Ouais, ça allait pas. On le sentait, pas une bonne ambiance, les gens sont pas trop dentelles, tout ça. Donc voilà, on s'est dit, ben, ce serait cool quand même de l'évaluer un peu. Donc on s'est un peu inspiré, de la pyramide de Lancioni. Donc en fait, vous avez beaucoup aussi entendu parler pendant l'agriculture de confiance. Bah ouais, c'est la base de la pyramide. Une fois qu'on a la confiance, on pourra ensuite aller au conflit, mais des conflits sains, hein, évidemment. Aller chercher un engagement, aller chercher donc les responsabilités et enfin le résultat. Donc, ok, on se dit ça c'est intéressant, mais du coup, Lancioni il va plus loin que ça, il nous propose un petit test. Donc c'est une quinzaine de questions que vous envoyez individuellement à l'équipe, et puis du coup vous allez avoir un résultat par thématique, avec une note voilà, sur 10, et puis ben, nous on s'est vite rendu compte que ouais, il y avait un problème. Mais c'était intéressant parce que là on n'a pas dit juste au chef, non mais on a un problème, là on l'a quantifié. Là, vous voyez, on a un vrai problème, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez vu sur le slide d'avant, on se posait la question, est-ce qu'on était une équipe ou un ensemble d'individus qui travaillaient ensemble? Et là, en fait, on a eu la réponse. On était, voilà, 15 personnes, plutôt qualifiées, plutôt très compétentes dans leur domaine. Mais alors, on était loin d'être une équipe et une équipe capable d'arriver à l'objectif. Autre point sensible, les points de complexité, les estimations. Au tout début du projet, ça chiffrait en jour 1. Puis moi, je suis Scrum Master, alors quand j'arrive là-dedans, ancienne Scrum Master à l'époque. Tu as eu des boutons, hein. Ah ouais, clairement. Du coup, je me suis dit, merde, mais c'est pas possible, on ne peut pas chiffrer avec des jours 1, on va passer un point de complexité. Donc, moi, j'arrive avec mon petit bagage, hop. Et puis en fait, pas bonne idée de faire des points de complexité dans une équipe comme celle-là. Pourquoi? J'ai un contexte qui est très particulier. J'ai des technos qui sont différentes. J'ai aussi des développeurs qui ne sont pas pluridisciplinaires. Celui qui fait du PHP, il fait que du PHP. Et surtout, ne touchez pas au Java, hein, parce que sinon, ça pourrait lui aussi lui donner des boutons. Donc du coup, naturellement, ma vélocité, elle a fait un peu yo-yo. Impossible de trouver une US étalon, puisque forcément, les technos sont différentes. Les développeurs ne se comprennent pas. Donc, c'est pas faute d'essayer, mais ça peut pas marcher. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les sprints sont trop chargés, parce qu'en plus, les PO, ils ont leur petit backlog bien énorme, là. Hop, on essaye. Bah non, ça marche pas. Donc, bref, une catastrophe. Alors, du coup, il y a quand même pas mal de personnes dans l'équipe qui voyaient des choses qui ne marchaient pas, qui remontaient des alertes. Et puis, on avait quand même mis en place des rituels, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on avait au moins une rétro.
Donc la rétro, c'était l'occasion de partager ce qui n'allait pas, on y passait du temps, et on consignait quand même les alertes de l'équipe, on les traitait, donc c'était dans notre fichier de suivi des risques, et puis on les traitait, on essayait de mettre en place des actions derrière, parce que bon, quand même, hein, c'est le boulot. Et que vous ensemble, juste nous, hein, c'était Mais, rigolo. voilà, on faisait ça entre nous, alors avec 2 ou 3 autres personnes aussi, mais le problème c'est que voilà, ces risques, ils étaient dans le fichier, c'était travaillé à 2-3 personnes, et l'équipe derrière, elle n'avait pas de visibilité sur qu'est-ce qu'ils ont fait de l'alerte que j'ai remontée. Et les sponsors, on travaillait avec eux aussi, on travaillait les risques sous une certaine forme, mais bon, le problème c'est qu'on n'avait pas de vision partagée, commune de l'équipe jusqu'au sponsor. Donc manque de visibilité et des frustrations, bien sûr, dans l'équipe qui en découlent. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu, voilà, notre application, référencement, gestion commerciale, application connectée en tout et pour tout à plus de 10 systèmes dans le système d'information, des systèmes qui doivent donner de l'information et de la data pour qu'on puisse avancer, et nous, on doit repropager de la donnée également à plein d'autres systèmes derrière, par exemple pour les commandes, etc. Vous voyez, des processus qui sont un peu sensibles. Et donc, en fait, synchroniser tout ce petit monde et toutes ces applis, bah, c'était dur. Et puis forcément, quand on arrive dans un contexte comme celui-là, Covid, la première fois on arrive, on ne connaît personne, on se met en direct en télétravail parce que du coup on se retrouve en confinement. Donc moi je me retrouve à devoir gérer une US où je dois communiquer avec une autre application, mais je ne connais strictement pas les intervenants en face. Génial, super contexte. Et ton rôle, c'était quoi? C'était Scrum Master ou c'était autre chose? Là j'étais encore Proxy Product Owner. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un peu tout ce qui a fait planter notre projet. Titanic, voilà, on l'a fait. Et puis on s'est dit, non mais nous on veut une happy end, alors on va aller la chercher. Hein. Voilà. On va s'arrêter là. Et du Nous, on ne coup, serait pas venus aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour rectifier le tir et remettre le bateau là sur les vagues? Alors la première chose, c'est qu'on a bien réaffirmé avec le sponsor, l'entreprise, qu'on voulait le projet. Pourquoi? Parce que bon, mine de rien, ça allait peut-être pas bien avant, mais la promesse client, c'était la bonne. Ce qui sortait, ce qui était visible, ça donnait quand même un peu confiance, c'était le bon produit. Donc quand même, on n'avait pas tout faux, tout faux. Donc on a réaffirmé le produit et surtout on a réaffirmé le périmètre à couvrir. Ok, on remplace 2 outils. Ok, on remplace 2 outils. Voilà les fonctionnalités à mettre dans le scope. Du coup, ça fait un MVP qui est un peu dur à digérer. Hein, je ne vous le cache pas, c'est pas le MVP dont on a l'habitude. Mais bon, on a cadré ça et puis on s'est dit surtout cette fois on s'engage. On s'engage sur ce périmètre pour une date. Et puis du coup, c'est aussi l'occasion d'aller chercher des moyens. Alors, je suis désolée Manu, mais là, on est agile là. Peut-être, peut-être pas. Je vous laisserai y répondre. On va dérouler un petit peu. Du coup, forcément, dans un contexte comme celui-là, il faut quand même répondre aux besoins du client. Donc, on va aller dans le sens qui est demandé par les sponsors. Donc, la première étape, ça a été de venir estimer ce périmètre, naturellement. Donc, on a fait une grosse task force d'estimation. Le principe était le suivant. Pendant un mois, donc les PO écrivaient les US le matin, les développeurs travaillaient, et puis l'après-midi, les PO venaient présenter les US donc, aux développeurs, qui ensuite, juste derrière, venaient faire la conception et le chiffrage. Super mois, franchement, très très fun. On a bien bossé. Et puis du coup, comme on a dit que les points de complexité, ça marchait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis des jours. Hein. Donc voilà. Et puis, on est parti avec un engagement. Donc, on a annoncé un certain nombre de jours. On a pris une marge parce que quand même, on n'est pas fou. On se dit quand même que les imprévus, on ne sait jamais. Et puis, on a annoncé une date de mise en production donc pour l'année suivante quand même, hein, un an de décalage. C'est pas rien. Avec le MVP pour ouvrir aux 3 premiers utilisateurs. Voilà. Sacré challenge. Voilà, mais l'objectif a été atteint. On a tout chiffré, on a pu donner de la visibilité, mais ça a fait mal. Ça a fait mal à l'équipe, c'est un mois de réunions, de chiffrage, etc.
Je pense qu'aujourd'hui, on redit task force, c'est pareil, tout le monde s'en va. Donc, à refaire, on ne referait peut-être pas de la même manière, mais ça a eu le mérite de dire au moins, on peut commencer à voir où on va, et on va pouvoir découper au moins en plusieurs lots, être un petit peu agile, et de se dire, bah, il y a des fonctionnalités qui servent à certains utilisateurs, et d'autres qui ne servent qu'à d'autres utilisateurs. Donc on va identifier un premier pool d'utilisateurs, on va leur mettre ce dont ils ont besoin, et les autres, ils attendront quelques mois de plus pour démarrer. Et surtout, ça nous a permis d'aller rechercher des moyens. Tandis qu'avant, on avait, dans notre fameux triangle de fer, un budget fixe sorti de Covid, c'était panique à bord, investissement, 0 centime de dépassement, okay. Un planning, mois de mars, ça doit sortir. Du coup, nous, on jouait que sur le périmètre, frustration du métier. Là, on a pu retourner ça. Ok, le métier, vous voulez bien ce périmètre, vous voulez que ça sorte le plus tôt possible, on va découper, et on remet des moyens dans le projet et dans le produit. Parce qu'après tout, on a tous confiance dans ce qu'on est en train de faire, donc allez, on y retourne. Et mettre des moyens en plus, bah, ça permet de renforcer l'équipe, et notamment de créer une mission de Scrum Master. Pas gagné. Et ouais, c'est là que j'interviens. Donc effectivement, j'en avais un petit peu marre de voir que les choses n'avançaient pas. En étant proxy product owner, ouais, j'ai quand même apporté des choses, hein, mais il y a un moment donné, on ne peut pas avoir la légitimité auprès de l'équipe de développeurs pour venir taper dedans en fait et dire non mais là il faut vraiment faire bouger les choses là. Et donc du coup, ben, quand Somani m'a proposé le truc au début, la première réaction clairement ça a été non. Je me suis dit mais jamais je serai légitime, enfin franchement j'étais en plus frustrée par la task force, par tout ça, enfin moi j'étais là en mode mais c'est pas de l'agilité, ça me saoule, c'est pas possible. Et donc je suis partie en vacances une semaine et je suis rentrée et j'ai dit ok Manu, je la prends ta mission, vas-y c'est un beau challenge, je veux voir et on va y aller. Donc du coup je me suis concentrée sur ces différents éléments. D'abord la vision, pour moi c'était important de savoir tout ce que les gens dans l'équipe faisaient pour comprendre comment ils travaillaient. Donc c'était vraiment une phase d'observation, de me dire ok, quelle est votre problématique et aller identifier partout où on pouvait agir. Deuxième chose, c'était les connaissances fonctionnelles. Je me dirais même aussi techniques. Fonctionnelles, finalement je l'avais déjà, puisque j'étais proxy product owner, c'était pas trop un souci pour moi. Je comprenais déjà la partie PO. Mais par contre la technique, il fallait aussi aller la chercher. Donc là, j'avais de la chance, c'est que j'avais un bagage technique puisque je suis une ancienne développeuse, donc forcément, bah, je comprends un petit peu quand il parle de Java, quoi. Ensuite, l'animation. L'animation, j'avais déjà l'animation des rituels. Mais là, comme j'ai un poste de Scrum Master vraiment dédié, je peux vraiment y passer du temps. Vraiment prendre le temps de réfléchir à mes rétrospectives, qu'est-ce que je vais chercher à les récupérer. Donc voilà, beaucoup plus intéressant. Et tout ce qui est partie outillage. Forcément, là aussi, contexte télétravail, quels outils on va mettre en place, voilà. Le Jira, il faut forcément l'animer, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire évoluer pour que ça corresponde à nos équipes. Et enfin, bah, naturellement, du coaching, hein, tout simplement. Et puis, tu l'as dit, chez ADO, souvent, le Scrum Master, c'est un petit bout du Product Leader, c'est un peu le Product Owner des fois. En fait, c'est personne. Parce que quand le projet commence à s'enflammer, quand le projet est d'ampleur, bah, le product leader, bah, il va product leader, et puis le product owner, il va product owneriser. Hein, en fait. Ils vont chacun se recentrer sur leur mission, faire ce qu'on attend d'eux, et puis il ne va plus y avoir personne qui va faire le rôle de Scrum Master. Et donc là, on a bien vu que c'était un rôle central dans l'équipe. Et pour preuve, après, on a vu tout de suite les choses s'améliorer. La qualité des rituels, mieux préparés, mieux animés, plus productif, plus fructueux. L'organisation, on a commencé, grâce à Gaël, à avoir des propositions, des choses à aller chercher dans les méthodes agiles, dans le Scrum, à mettre en place dans l'équipe pour la faire progresser. Et puis, beaucoup plus d'écoute, de communication, et beaucoup plus de liens qui se sont créés dans l'équipe, voilà, grâce à Gaël. Moi, mon point de vue, c'est un rôle qui est clairement indispensable. Aujourd'hui, je ne fais plus de projet, comme ça, c'est plus de Scrum Master. Radical mais efficace. Donc l'axe suivant sur lequel il fallait forcément travailler, c'était de donner de la visibilité, puisque c'est vraiment ce qui était attendu par les sponsors. Et puis du coup, suivre un peu ce périmètre pour s'assurer qu'on allait y arriver. Donc du coup, bah, voilà, j'ai commencé à faire des petits diagrammes. Et du coup,
on s'est vite rendu compte que le périmètre qu'on a estimé, en fait, on allait un petit peu au-dessus. C'est un peu normal, finalement, parce que sinon, on ne ferait pas d'agilité. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu challengé les PO en disant, non, mais là, il va falloir apprendre à prioriser. Vous ne pouvez pas avoir tout ça. Alors oui, on s'était pris une petite marge, mais quand même, il faut savoir prioriser. Donc, ils ont priorisé. Il ne faut pas oublier que les imprévus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc ça c'est hyper important aussi parce que quand vous n'arrivez pas à recruter le développeur, vous en voulez un au 1er octobre, et si vous n'en trouvez pas et qu'il arrive le 1er novembre, on a pris un mois dans la vue. Quand il y a quelqu'un qui tombe malade, c'est pareil, hein, avec le Covid, etc., ça arrive. Donc, bien prévoir les imprévus aussi dans ces chiffres-là, dans notre capacité à faire. Ensuite, du coup, l'idée, c'était aussi d'être capable de confirmer cette date du mois de mars. Donc, on a fait un petit burn down, tout simplement. Et donc, avec cette projection, avec le suivi de la vélocité de l'équipe, j'étais en mesure de dire si oui ou non, on pouvait arriver à nos fins. Et la réponse, c'était oui. Donc, c'était rassurant pour les sponsors d'avoir vraiment quelque chose de visuel qui pouvait leur dire oui, on peut le faire. Et donc là, tu étais sur la base de ton système de chiffrage en jour. Toujours. D'accord. Ouais. Donc du coup, tu l'as adapté pour arriver à... Exactement. Les rituels, tu les déduis, les absences, et puis comme on ferait sur un projet standard, sans les points de complexité. Mais ça choque personne dans l'équipe, il faut bien le savoir. C'est pas quelque chose qui a mis un point de blocage. Donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Tant que ça répond aux besoins de l'équipe, c'est le plus important. Ensuite, on est passé aux démos. Donc les démos, on en avait déjà, mais l'idée c'était un peu de les améliorer. Donc on a fait des démos internes. Donc là, l'idée c'est vraiment d'avoir l'ensemble de l'équipe, on est une grosse équipe pour rappel, et de venir rajouter donc les sponsors et de leur donner cette visibilité qu'ils n'avaient pas, puisqu'avant les sponsors n'étaient pas vraiment invités. Et donc on a un petit peu aussi déballé nos différents diagrammes, on a invité les testeurs à parler de leur travail, parce que finalement ils font partie de l'équipe et suivre les anomalies, suivre leurs difficultés, c'est aussi important. On a parlé de la migration, puisqu'on passe d'une ancienne application à une nouvelle, donc voilà. Donc là, on vient chercher un petit peu tout ça et montrer l'ensemble du travail de toute l'équipe, pas juste les développeurs. Et donc les développeurs faisaient vraiment la démo de leur travail. Et puis les démos métiers, on a conservé 30 minutes par mois. Si on met l'utilisateur au centre, c'est aussi important de les voir de temps en temps. Donc, leur montrer, lorsqu'on avait fini un sprint, on l'avait testé, voilà où on en est, récupérer leur feedback, et puis continuer systématiquement à les voir aussi dans d'autres ateliers, des ateliers du UX, de construire avec eux. Mais là, c'était un moment aussi où on leur partageait. Il y a plus de 50 utilisateurs en tout, et puis il y a plein de personnes aussi qui étaient intéressées au sens large par le produit et par son avancement. Donc là, c'était l'occasion de montrer tout ça. On faisait une petite vidéo, on publiait aussi sur notre réseau social interne. Voilà, et puis ça donne de la visibilité. Donc c'est vraiment un choix de faire 2 démos, et c'est un choix qui est apprécié par aussi bien l'équipe que les utilisateurs. Ensuite, on a la communication donc avec les autres applications. On s'est dit, il faut créer du lien entre les différentes applications. On a commencé par mettre en place une réunion. Il faut bien commencer par ça. Avec un petit point hebdo, donc de 30 minutes ou 1 heure, suivant les différents projets avec qui on communiquait, pour échanger. Et pour aider, on a tout simplement mis un board, un bon vieux board Kanban, où on prend les tickets, et puis du coup, ça permet de faire un suivi. Et au début, ce suivi-là, on le faisait dans un fichier Excel. Oui, encore. Je crois qu'il faut peut-être bannir ce mot-là. Et du coup, c'était compliqué à suivre, c'était pas visuel, on oubliait des sujets, et puis il y avait trop de lignes, bref, on en avait peur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a débloqué un petit peu la situation, et les gens l'ont beaucoup plus utilisé, et donc on s'est mis à l'utiliser sur l'intégralité des projets avec qui on communique. Et donc ça nous a permis de venir sécuriser un peu les dépendances, de s'assurer que les plannings ils collaient à droite à gauche, que tout avançait correctement, et donc ça, c'était vraiment rassurant pour tout le monde. Et puis pareil avec le suivi des risques. Exit Excel, fini. Un beau board visuel avec les impacts en bas,
la probabilité de survenance du risque sur l'axe vertical, et puis surtout un rituel avec toute l'équipe et les sponsors pour partager ces risques, les remonter et les traiter ensemble. C'est-à-dire, ok, c'est bien, il y a un risque, mais on fait quoi derrière? On se regarde ou... Donc on définit tous ensemble les actions, et puis on se les attribue aussi. Du coup, c'est plus 2 ou 3 personnes qui essayent de tout traiter, c'est toute l'équipe qui s'investit dans la gestion des risques du projet. Il faut savoir que c'est vraiment une demande de l'équipe. C'est pas quelque chose que nous, on a décidé de mettre en place. En fait, l'équipe avait vraiment besoin de voir ces risques, puisqu'elle était frustrée, parce qu'elle avait l'impression qu'on ne les traitait pas. Donc, elle a vraiment, on a fait une petite journée tous ensemble, et c'est eux qui ont défini cette action-là. C'est pas nous, hein. C'est eux qui ont demandé, non mais nous, on aimerait bien les voir, ces risques, et on aimerait bien les piloter avec vous. Ok? Ben, allons-y. Donc, du coup, petite réunion hebdo. L'équipe se sent écoutée et elle comprend mieux aussi. Elle comprend mieux parce qu'on prend les décisions dans cette instance et on les explique les décisions. Et parfois, on assume de ne pas traiter un risque. C'est tout, on ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens de le traiter et on explique pourquoi et puis on part avec. Et donc au moins, c'est partagé et c'est clair. Ensuite, on a fait un gros travail sur la cohésion d'équipe. Forcément, ça n'allait pas. Donc, on a commencé par mettre des activités ensemble le midi. Mais je rappelle, contexte Covid, donc forcément, c'est à distance. Un petit burger quiz à distance, c'est assez sympa, c'est rigolo, c'est ça. On a fait aussi plus de présentiel dès que ça a été possible. Donc, on est sur 2-3 jours de présentiel par semaine. Et franchement, moi, je vois la différence et j'adore. On a réalisé du coup une journée d'équipe avec du coaching. Donc, c'est cette fameuse journée qui nous a permis d'avoir le tableau des risques, là, ce fameux board. Et donc, on a sorti d'autres actions et qu'on a tout de suite mis en place derrière. Mais c'était vraiment aller chercher, c'est plus qu'une rétro, quoi. C'était vraiment aller chercher au plus profond les frustrations de l'équipe pendant cette journée-là. Et enfin, on a mis des after-work. Un petit peu de pétanque le midi, un petit coup à boire le soir, voilà. Et ça, on insiste, on essaye vraiment de continuer, parce que c'est super important d'avoir cette cohésion qui nous permet finalement d'avoir de la confiance. Et oui, et puis des fois, il faut se dire au revoir aussi. Donc certaines personnes qui en avaient marre, qui étaient fatiguées, qui ne pouvaient plus continuer, sont parties vers de nouvelles aventures. On a aussi recruté du coup, mais recruté en assumant d'aller chercher cette fois plus des personnalités que des compétences techniques et des cadres dans leur domaine. Donc des personnalités qui puissent venir justement contribuer à une équipe et partager l'esprit d'équipe. Et puis on a créé un rôle dans l'équipe, celui de lead dev, qui était un développeur déjà en place, qui a pris de nouvelles responsabilités, surtout pour aider l'équipe de dev à s'organiser, à s'auto-organiser, à fluidifier la communication et l'information entre les développeurs. Voilà, et ça a fait beaucoup de bien à l'ensemble. Et c'est vrai que ce poste de lead dev, moi, ça m'a permis de me soulager parce que j'avais quelqu'un de confiance dans l'équipe de dev avec qui je pouvais partager les problématiques et puis ensemble, on fait des choses. Et on voit que ça paye. Ouais, on a refait le test mois de juin, donc c'était là. Et on voit vraiment la différence, donc en bleu clair avant, en bleu foncé le après. Et alors oui, c'est pas encore parfait, hein, je dis pas le contraire, mais déjà on voit une nette amélioration en juste 6 mois. Donc déjà, ça fait chaud au cœur de se dire que tout ce qu'on met en place, là, ça fonctionne. Et c'est calculé. Et on voit que M. Lenchoni a quand même un peu raison. Hein. La confiance, c'est la base de tout. Et puis voilà, le jour J est arrivé. On est parti en production. Donc on a mis l'ensemble du périmètre en production aux dates annoncées. Et du coup, 3 utilisateurs, mais c'était déjà pas mal. Une belle victoire collective, fêtée comme il se doit. Bon, pas avec les feux d'artifice, hein. On allait garder encore un peu de budget, on n'avait pas fini. Hein, vous voyez, donc, mais une belle victoire, et puis surtout, vous voyez, Rome ne s'est pas faite en un jour. On est reparti en juin avec la task force, on est arrivé en mars, il y a eu des actions tout au long. On n'est pas parti, allez, sortie de task force, c'est bon, bim, on déroule tout ça, non. Un mois après l'autre, une nouvelle chose, on essaye, et puis voilà, au final, ça marche.
Du coup, petit focus, bah forcément le nombre de tâches chez US a augmenté, hein, puisque bah, on l'a dit, hein, c'est pas de l'agilité, sinon, enfin, si tu as un bon vieux cycle en V, hein, ça aurait pu faire l'affaire. Hein. Mais du coup, c'est normal qu'il y ait ces changements, parce que quand même le besoin et l'utilisateur a évolué, et donc on allait chercher ce besoin. Pareil, le chiffrage, forcément, il a augmenté, hein, mais bon, c'est pas grave, il y avait le budget, donc on l'a pris. Et l'équipe a encore grandi, puisqu'on est arrivé à 20 personnes au moment de mettre en prod, donc encore plus nombreux, encore plus d'efforts pour la communication, la cohésion, etc. Mais malgré tout, voilà, on a réussi. Et puis un Scrum Master, un responsable d'application, un testeur en plus, des développeurs en plus, c'est quand même eux qui font le travail à la fin. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a aussi permis d'y arriver en temps voulu. Comme quoi, les moyens, c'est aussi important. Et puis le lien avec les utilisateurs. Alors oui, on a mis en prod en temps et en heure, mais surtout, on a mis en prod un produit qui leur fait plaisir. Et ça, c'est la plus belle satisfaction qu'on puisse avoir. Quand on entend « c'est l'outil qu'on aurait toujours dû avoir pour référencer », merci les gars. Et du coup, on maintient cette connexion avec les utilisateurs régulièrement. Il y a des points qui sont faits avec eux pour continuer à récupérer leurs besoins, continuer à se challenger et continuer du coup à grossir notre backlog. Et donc, on a prévu de mettre en production, maintenant qu'on y est, tous les mois. Notre sprint dure 4 semaines. Et ben, chaque fois, en fin de mois, on met du coup la version en production. Et donc, on vient grossir aussi le nombre d'utilisateurs au fur et à mesure. Là, on a combien d'utilisateurs, Manu? Une bonne dizaine. Ouais. Donc voilà. On a déjà fait une belle augmentation et là, on va continuer à déployer jusqu'au mois d'octobre. Donc, on n'a pas fini le Go Challenge, mais on va y arriver. Donc, on a des utilisateurs qui sont écoutés, qui sont contents. On a aussi revu le système d'estimation. Parce que la task force, franchement, on n'y reviendra pas. Du coup, on a fait des choses différemment, un peu plus agiles. Et donc, on a mis en place déjà une conception fonctionnelle entre PO et dev. Donc, il y a du temps qui est accordé des devs pour qu'ils viennent travailler avec les PO. Et ça semble normal finalement, mais ça, on ne l'avait pas avant. Puis, une fois que cette conception elle est faite, bah, les PO ils ont rédigé leur petite user story. Et il y a le backlog refinement. Globalement, il n'a pas trop changé, lui. Cette question de la solution de référencement, c'est une solution, c'est un logiciel, c'était une solution Fait maison. Fait maison. Ensuite, on a la conception technique. Donc là, vraiment, on dit au moment du backlog refinement, c'est cette US, elle a été présentée, elle est claire pour vous. Ouais. Quel développeur la prend en responsabilité pour effectuer la conception? Et donc, c'est ce développeur-là qui va venir s'organiser comme il veut, demander à ses collègues, voilà, qui va réfléchir à une ou plusieurs solutions techniques, de préférence plusieurs. Et on va donc avoir une nouvelle réunion pour que cette conception soit présentée à l'ensemble de l'équipe et venir chercher une estimation. Donc ça permet, là, ils viennent se challenger sur les différentes solutions qui ont été proposées, mais du coup, on a vraiment un enchaînement qui permet d'avoir une communication avec l'ensemble. Et donc, les réunions, elles sont plus productives, l'équipe, elle s'auto-organise, elle se responsabilise, et surtout, elle donne de la visibilité qui permet également d'échanger avec les sponsors et puis de voir où on va. Donc là, on n'a plus la task force, clairement, on va évoluer en agilité normale, hein, finalement. C'est ça qu'on aurait dû avoir dès le début, mais il a fallu prouver qu'on était capable d'en arriver là pour y aller. Du coup, petite conclusion. Eh ben, les rituels, ouais, là je vais vous faire mal aux yeux. Désolée pour celles qui sont loin. Donc là, il y en a beaucoup plus qu'avant, forcément, puisque maintenant on a le sprint planning qui ne dure plus que 3 heures. D'ailleurs, on a fait un petit record cette semaine. Ouais. On l'a tenu en 1h30. Donc on peut s'auto-applaudir. En fait, avant le sprint planning de 5 heures, c'est que vous faisiez pourquoi le refinement à ce moment-là. Ouais, on faisait le chiffrage, on faisait la conception, on se faisait mal. Ouais. On a l'atelier de conception technique donc, qui a été rajouté, celui dont je viens de vous parler juste avant, 1h30. L'atelier de conception fonctionnelle, 2 heures. On a le point avec les applis transverses, donc j'ai mis à peu près 1h30, mais voilà, ça a une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, ça dépend avec quelle application, ça varie. Les risques et alertes,
Donc on en a parlé tout à l'heure, une demi-heure tous les vendredis. Et en fait, ça a eu un impact sur la rétro, puisque ma rétro, elle ne dure qu'une heure. Ouais, on est 15 en rétro, et elle dure qu'une heure. Pourquoi? Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont remontées en risque et alerte, et nos rétros sont plus légères finalement. On vient quand même chercher vraiment des actions, mais les points les plus critiques finalement sont abordés plus tôt. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que comme on a des sprints de 4 semaines, ça aurait été long de faire une rétro dans 4 semaines pour se dire des choses. Donc là, finalement, on s'autorise à le faire plus régulièrement, et ça permet du coup d'avoir plus de réactions, on va dire, dans l'équipe, et de mise en application des actions. Et puis, peut-être aussi la partie plus humaine qui peut ressortir Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc oui, on a augmenté nos rituels, plus 3%, on arrive à 16% du temps du développeur qui est occupé par des rituels, presque 17% même. Mais les rituels, ils sont plus efficaces. Ils renforcent la communication et puis ils nous permettent d'atteindre les objectifs. Alors, je vais commencer à spoiler le début de la fin de ma conclusion, mais là, ce qu'on voit bien, c'est que c'était les rituels qu'il fallait pour notre équipe. Demain, vous ne pourrez pas prendre les mêmes, hop, et dire je prends une photo du slide et je vais faire ça dans mon équipe. Non, c'est que c'est adapté à notre contexte, c'est adapté à nos personnes, et c'est ce qui a permis que ça prenne, voilà, et que ça marche. Et puis surtout, donc, cet ensemble de mesures, d'actions, on les appelle comme on veut, ça a créé un cercle vertueux. En repartant de l'utilisateur, en faisant ces exercices pénibles peut-être de task force, etc. Mais on est venu rechercher de la confiance, des moyens, on a pu s'engager dessus, on a pu donner de la visibilité et communiquer sur ce qu'on faisait et où on allait. On a embarqué toute l'équipe dans la construction, des sponsors jusqu'aux utilisateurs en fait. Donc c'est une co-construction à tous les niveaux. Ça nous a amené de la cohésion. Et puis, ça nous a permis de revenir et de délivrer à l'utilisateur à la fin. Et donc, c'est en ça qu'on considère que l'agilité, ça nous a permis de redresser notre bateau, de le réparer, de le remettre sur les flots, et puis d'avancer. Et maintenant, Rémi, on fait quoi? On va boire un coup? Ah, presque, bientôt. Alors maintenant, on l'a dit, on a encore une bonne quarantaine d'utilisateurs à embarquer. Donc, on va les déployer d'ici le mois d'octobre. Et puis, on va commencer à restructurer aussi un petit peu les choses pour gérer à la fois le build, les nouvelles features qui sont toujours attendues, plus le run, et un bon niveau de run. Maintenant, il faut être présent quand les utilisateurs ont un souci, aussi en prod. On va continuer cette notion d'engagement, mais cette fois prioriser encore plus. Être capable aussi de renoncer à des fonctionnalités qui sont moins essentielles. Et puis on va continuer, continuer le collectif, se remettre en question, et puis aller chercher encore plus l'autonomie. Moi, mon objectif pour cette année, c'est de me dire, je peux prendre un poste de Scrum Master à 50%. Donc, allez, il va falloir que l'équipe soit autonome pour me libérer ces 50% restants. Si je devais résumer du coup, juste en une phrase, cette expérience, je dirais l'agilité doucement mais sûrement. Il ne faut pas arriver avec ces gros sabots là, de dire allez, tout de suite Scrum, on met ça en place tout de suite là comme ça. Il faut prendre le temps, vous voyez, la frise chronologique elle a été assez longue. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se définir agile, mais il y a un an, ce n'était pas le cas. Donc voilà, il faut y aller tout en douceur et ça fonctionne, mais il faut vraiment être patient. Oui, il faut être agile dans la mise en place de l'agilité sur un projet, et puis surtout, il faut adapter. Les uns et les autres sont différents, les contextes projets sont différents. Remplacer un gros système legacy, ce n'est pas la même chose que de créer une appli mobile, par exemple. Donc, il faut s'adapter au contexte, il faut s'adapter aussi aux contraintes que les sponsors nous donnent, il faut s'adapter à notre équipe, il faut s'adapter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des mots d'amour, on prend tout. Ouais. Quand vous êtes arrivé à une vingtaine de personnes, est-ce que vous avez imaginé pouvoir splitter l'équipe ou pas? Non, parce qu'on n'avait pas de cohésion, de collaboration. Donc, comment tu veux faire communiquer deux équipes si déjà tu n'as pas ça? Non, à aucun moment on y a pensé.
vraiment pas. En plus, je pense que votre contexte à vous, ça aurait renforcé les cyclotages. Exactement. Ça aurait en plus géré les adhérences. Ouais. Ça aurait été pire que pire. C'est ça. Et bonjour. Justement, en renforçant l'équipe, vous avez réussi à backuper les postes qui étaient entre guillemets peut-être critiques, parce qu'à un moment vous disiez que certains développeurs avaient vraiment faisaient que du PHP et voulaient surtout pas faire autre chose. Vous avez pu évoluer un petit peu en backupant entre guillemets les postes ou pas du tout? On a réussi à développer un petit peu la polyvalence. Après, il reste toujours des experts sur une techno plutôt qu'une autre. C'est pas encore parfait. Après, c'est aussi une transition parce que notre cible, c'est pas de rester sur un système multilangage. Et donc, dans le temps, il y a des choses qui vont aussi se refaire. Mais aujourd'hui, on est déjà un petit peu moins dépendant vraiment d'individus sur chacune des techniques. Est-ce qu'à un moment, vous avez posé la question d'avoir un œil extérieur, d'aller chercher de l'aide un peu à l'extérieur, un coach, quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez eu des coachs en interne qui sont intervenus? Ah bah oui, parce qu'on ne s'est pas posé la question, on nous a donné la réponse tout de suite, c'est-à-dire qu'on a eu au moment où on a eu ce fameux no-go, on a été aidé par des coachs qui sont venus nous aider à regarder un petit peu le projet, faire un diagnostic. Le problème, c'est que derrière, il y a eu, je dirais, un tri sur les constats qui ont été faits par le coach pendant le tri qui a été fait directement par nos sponsors et qui ne nous a pas permis d'aller chercher vraiment les leviers là où il fallait. Et en fait, Ils ont rendu un audit et ils ont taillé dans le périmètre de l'audit en disant ça on fait pas. c'est ça. En gros, ce qui était en bas, on l'a fait. Je l'aurais. Ah, Et du coup, vous avez réussi à tirer quoi de... mal. En réalité, pas grand-chose. Le Scrum Master quand même, puisque c'était quand même Le une Scrum grosse idée Master. qui était sortie forcément de ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais on l'avait déjà de toute façon garanti. Et après, surtout, on a été. Ce qu'on en a tiré, c'est qu'il fallait que les réponses, elles viennent de nous. Surtout, qu'elles viennent de l'équipe. Et il y a quand même la fameuse journée team building qui a été un bel événement déclencheur aussi par rapport à la cohésion et l'ambiance. Parce que quand on est sorti de cette journée, on n'a pas senti la cohésion tout de suite, hein, clairement pas. Mais on a mis en place des actions qui ont permis d'enlever les freins. Je donne un exemple. Par exemple, les gens disaient oui, quand je pose un message sur le Slack, on m'ignore, j'ai pas de réponse, voilà. Et ben on a mis en place des choses pour qu'il n'y ait plus ça. Et donc forcément, ça commence à retirer des freins petit à petit. Donc voilà, on a eu cette intervention des coachs qui nous a franchement beaucoup aidé. Et certains, enfin, il y en a qui sont là à l'Agile Tour et on leur fait un gros big up. Peut-être aussi qu'arriver à impliquer la culture du donner pour recevoir. Quoi. Ouais, tout à fait. Je rebondis du coup sur le team building. Et si jamais ça n'avait pas fonctionné? Bonne question. Mais Vous avez un plan? pourquoi ça n'aurait pas fonctionné d'abord? Il y a toujours des personnes qui peuvent se braquer. Ouais, mais faut les en. Bah, d'ailleurs, on en a. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas adhéré et qui sont pas restés, hein, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Voilà, c'est aussi ça. C'est ils sont pas dans l'esprit qu'il fallait et je pense que voilà, c'est. En fait, on n'avait rien à perdre, je dirais, à faire le team building. C'est-à-dire que de toute façon, la cohésion, elle n'était pas là. Pas faux. L'esprit d'équipe, il n'était pas là. Donc au pire, on restait comme on était. Et puis au mieux, on allait chercher ce qui n'allait pas et on venait corriger les choses. Et du coup, c'est en ça que je rebondis sur la dernière question, c'est qu'on a eu deux approches de coaching totalement différentes. La première qui est venue au moment où on a eu le no-go, analyser les choses, et puis en gros des choses qui se sont perdues derrière. Et au moment où on était au team building, on a eu une deuxième approche de coaching, mais plutôt de facilitateurs, qui sont venus nous aider à trouver les réponses. Et donc en fait, partant de là, on était bien structuré, bien animé, les ateliers ont été productifs, et toute l'équipe a pu remonter des choses. Donc c'était dans tous les cas bénéfique. Encore une question. J'en profite. Bah ouais. Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous avez mis en place un mode Kanban avec les autres équipes, finalement, Ouais. qui vous aviez des interactions. C'est toujours, la solution est toujours en place, Ouais. du coup, Tout à fait. et quel est le bilan finalement que vous en tirez de cette mise en place? Bah, au début, on l'avait mis en place que sur un projet. Et puis finalement, on l'a mis en place sur. Je crois qu'on est monté jusqu'à 4. Oui. Ouais. Donc on a jusqu'à 4 équipes avec qui on collabore avec cet outil-là. Donc
Donc, ça fonctionne avec les 4. Hein. C'est ça qui était assez fou, c'est que les autres équipes ont adhéré avec ce mode de fonctionnement aussi. Et comment vous avez réussi à gérer les priorités de chaque équipe vous, parce que, ok, le Kanban, on doit avoir une backlog, mais après, peut-être que l'équipe d'à côté n'a pas une priorité que la vôtre. En fait, l'idée aussi, c'était pas forcément qu'il y ait des US ou des tâches derrière. C'était, par exemple, venir et se dire, j'ai une question. Et du coup, j'ai créé un petit ticket en me disant, j'ai cette question à poser. Peut-être que ma réponse, je l'aurai dans 3 semaines, mais du coup, il faut qu'elle soit toujours notée. Donc, ça va au-delà de juste, j'ai une user story, parce que ça, à la limite, on pourrait le faire dans Jira. On les rattache les unes aux autres. Je veux dire, on a des outils qui nous permettent de le faire. Mais là, c'était aussi d'aller chercher de l'échange, finalement. Donc, 2 intérêts. Ces échanges, ils nous ont permis de voir quand on n'était pas alignés, justement, désynchronisés. Et notre suivi des risques, ça nous a permis de voir, de suivre en risque que les autres équipes ne seraient pas prêtes, de les remonter aux sponsors, qui ont pu aller aussi échanger avec les autres managers et donc essayer de se mettre d'accord. Potentiellement, si un prérequis n'était pas au rendez-vous, on pouvait justifier aussi le fait qu'on ne le soit pas. Donc, ça veut dire qu'en amont, il n'y avait pas une démarche de gestion des atterrissages des différentes équipes de projet sur la roadmap. Je dirais le raccrochement, il n'était pas complètement fait. Il n'était pas complètement fait parce qu'en réalité, on dépend de produits qui sont gérés par notre service, je dirais au sens large, notre direction, mais aussi des produits qui sont gérés en plateforme chez ADO, donc qui sont d'autres services, qui sont sur d'autres sites. Et donc, il n'y avait pas un outil qui avait été mis en place pour arriver à une supervision totale. Ils sont en train de se poser la question là, actuellement à ADO. On travaille sur un chantier, tout ça. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se réfléchir, mais ça prend du temps, normal. J'ai une question. Si vous alliez revivre tout ça, qu'est-ce que vous feriez Une bonne question. qu'est-ce qu'on ferait autrement? Déjà, on essaie de commencer par toutes les choses qu'on a mises en place. Ça serait déjà un bon point de départ, je pense. Le Scrum Master dès le début. Le Scrum Master dès le début. Et puis surtout bien s'aligner vraiment sur toute la chaîne du sponsor jusqu'à l'utilisateur, en passant par tous les membres de l'équipe sur où on doit aller, ce qu'on doit faire. Parce que l'iceberg, c'était un petit peu ça aussi, c'est qu'on a accepté de réduire le périmètre. Enfin, on a validé de réduire le périmètre, je veux dire, on ne l'a pas réellement accepté. Parce que ça a créé de la frustration, voilà. Et donc, se remettre bien d'accord sur les drivers, sur où on veut aller, je pense que ça, ce serait vraiment primordial pour refaire. Il y a beaucoup de talks sur les 2 jours, je pense, qui ont parlé aussi de ça, de cette communication à mettre en place et de la visibilité. Et ma deuxième question, c'est est-ce que justement ce dispositif-là que vous avez réussi à mettre en place a inspiré des équipes autour de vous qui collaborer ou qui doivent faire la même chose potentiellement? Tu veux répondre, Fanelli? Clairement, oui, en fait, on observe, moi je suis coaché et on regarde ce qui se passe. Et là, l'intérêt de Speak aussi aujourd'hui, c'était de mettre en avant le rôle du Scrum Master. Comme disait Emmanuel, chez nous, c'est très mal connu, c'est très mal aimé, mais il y a des vrais avantages en tout cas sur l'avancée, sur et puis on regarde tout ça en transverse pour pouvoir diffuser des bonnes pratiques. J'ai une question en fait, est-ce qu'il y a une transformation agile qui est en place chez ADO ou est-ce que c'est quelque chose qui les équipes se transforment au gré de l'inspiration des personnes, des product managers ou je ne sais pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui est modifié, cette transformation agile? C'est plutôt tel poil, ça se transforme, sur tel projet on a des initiatives agiles. Est-ce qu'il y a quelque chose de modifié ou c'est quelque chose qui est plutôt particulier? Il y a un driver commun. C'est-à-dire qu'au moment où on a lancé la transformation digitale, notre boss il a dit voilà, il faut qu'on travaille en mode agile et qu'on soit agile. C'est un driver, c'est quelque chose qu'on veut mettre dans notre ADN. Par contre, comme je le disais juste avant, il y a plein de directions, il y a plein de plateformes, il y a plein de services, il y a plein d'équipes produits. Et puis clairement, il n'y a pas toujours le nombre de coachs ou le nombre de Scrum Master ou le nombre de personnes qui vont bien.
quand on a démarré notre projet, pour preuve, on n'avait pas de coach dispo pour nous aider à l'époque. Donc, il y a des niveaux de maturité différents en fonction des services, en fonction des produits. Mais il y a une volonté commune. Déjà, Et tout, ça veut être sûr que tout le monde est volontaire pour faire la même chose. Parce qu'ils sont volontaires pour faire la même chose. Ça, la vision n'est pas unifiée, suffisamment communiquée. Le risque, c'est que l'interprétation de ce qui est revenu n'est pas la même. Après, ça dépend, encore une fois, c'est ce qu'a dit Manu, hein, ça dépend de chacune des équipes aussi quand même. Suivant le point de difficulté, tu vois, on ne va pas mettre en place la gestion des risques sur toutes les équipes, ça n'aurait peut-être pas de sens. Voilà. Donc oui, il y a quelque chose, mais on reste quand même libre aussi de nos choix, de nos actions pour l'équipe. Donc, entre aller jusqu'à la matrice, niveau de risque versus probabilité, qui est un niveau avancé en termes de vision de risque, et le fait de se dire il faut regagner l'engagement de l'équipe, de faire un team building, de faire arriver à redonner une logique de rigueur de conception, arriver à remettre en place un système de progression. Ça, c'est des éléments qui sont importants de l'agilité. En tout cas, bravo pour ce retour d'expérience. Merci. Super intéressant. Ouais. Dernière, parce que je pense qu'il y en a, ils veulent aller boire une bière. C'est une question pour toi, du coup. Ouais. Tu disais pendant la fin de la présentation que tu voulais dégager 50% de ton temps. Ouais. Mais pour prendre du coup un autre projet en tant que Scrum, pour prendre un rôle de PO. Pour faire aussi du Scrum Master, mais sur une autre équipe d'ADO idéalement. Enfin, c'est en train de se réfléchir et tout. Il n'y a rien d'acté pour l'instant. Mais ouais, j'ai envie de découvrir d'autres choses et d'apporter autre chose aussi ailleurs. Maintenant qu'on commence à avoir le niveau d'exigence que, en tout cas, moi, je voulais. Et ben voilà, j'ai envie de me libérer du temps pour voir d'autres choses et aller chercher d'autres challenges. Et ben merci à tous en tout cas. Merci.